Ravi de nous retrouver, nouvelle matinale consacrée à la femme, aujourd'hui en prélude de la journée de la femme qui se déroulera donc demain, vendredi 8 mars. Une femme, une vraie, c'est une femme avant tout qui n'est pas féministe. La citation ne vient pas de moi, c'est Sacha Guitry qui l'affirme. Alors on verra si cette définition est bien la bonne aujourd'hui dans le monde arabe comme dans le monde occidental avec nos deux invités qui nous rejoindront un peu plus tard sur ce plateau. Samir Benmayeshi, notre spécialiste du monde arabe, et Joël Lévy-Gedge, psychothérapeute à Tel Aviv. Nous en reparlerons donc avec eux. On se concentre pour l'instant sur les titres qui ont fait l'actualité de ce matin avec Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie. Alors, ce qui fait l'actualité justement de ce matin, c'est cette prise d'otage de 21 observateurs onusiens. C'est en Syrie. Les rebelles exigent que l'opposition de l'armée d'Assad soit évacuée pour libérer les otages. Une guerre civile de plus en plus complexe à décrypter. Elsa, le point. Effectivement, les rebelles ont capturé mercredi 21 observateurs d'une force de l'ONU stationnée sur le plateau du Golan à la frontière israélienne. Alors que le conflit s'apprête à entrer dans sa 3e année, les Nations Unies ont annoncé par ailleurs que le cap du million de réfugiés syriens avait été franchi, soulignant que le pays était emporté dans la spirale d'une catastrophe absolue. Fin de citation. Les ravisseurs exigent pour libérer les fonctionnaires onusiens le retrait de l'armée syrienne des abords du secteur de Djamla. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné fermement la détention par des membres armés de l'opposition syrienne des observateurs et exigé leur libération immédiate et sans condition. Une équipe de négociateurs de l'ONU a été dépêchée sur place. En Égypte, à présent, la justice administrative égyptienne a ordonné mercredi l'annulation des élections législatives prévues à partir du 22 avril prochain. Le scrutin en 4 phases qui devait initialement commencer le 27 avril avait été avancé de 5 jours à la demande de la minorité copte, mécontente de voir la date coïncider avec les fêtes de Pâques. Mais cette décision prend aussi un caractère politique. Plusieurs opposants avaient déjà mis en cause leur transparence et le moment choisi pour les organiser, estimant que le pays était trop divisé pour qu'elles se tiennent dans le calme. Après avoir démenti des rumeurs sur un possible cancer, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été photographié avec des représentants officiels iraniens accompagnés de l'ambassadeur de l'Iran au Liban. Il a rencontré ce mercredi l'ayatollah Mohsen Araki afin de discuter des derniers développements dans le monde islamique, un nouveau signe du lien étroit entre les Hezbollah et le régime des mollahs iraniens, mais également une nouvelle opération de communication pour démentir les rumeurs de maladie du leader chiite. L'Union européenne a fait part de son agacement devant la lenteur des pourparlers pour le nucléaire iranien de la part de Téhéran. Les 27 ont fait part de leur inquiétude face au développement du programme nucléaire iranien et ont indiqué dans un communiqué que l'Iran devait suspendre son programme d'enrichissement de l'uranium, ce que Téhéran a toujours exclu de faire. Yehuda Weinstein, le conseiller juridique du gouvernement, a précisé qu'il n'y avait pas de problème juridique à garder le ministère des Affaires étrangères pour Avigdor Lieberman, qui est actuellement mis en cause dans une affaire de fraude et d'abus de confiance. L'attribution du ministère des Affaires étrangères reste le frein essentiel aux négociations actuelles pour la formation d'une coalition. Le poste est également largement convoité par Yair Lapid, le leader centriste. L'Élysée a annoncé dans un communiqué la mort d'un nouveau soldat français au Mali. Le brigadier-chef Wilfried Pingot faisait partie du 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne. Ce brigadier-chef participait à une opération dans l'est du Mali, à 100 km de Gao. C'est ce qui a été précisé dans le communiqué. Il a été mortellement touché dans un accrochage avec des groupes terroristes locaux près de Tine Keraten. C'est ce qu'a ajouté le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, dans un autre communiqué. Il s'agit donc du 4e soldat français qui a trouvé la mort dans l'intervention au Mali. À l'heure actuelle, 4000 militaires français sont engagés dans l'opération Serval. Toujours à propos du Mali, le chef de l'État français François Hollande a annoncé le début en avril du retrait des troupes déployées au Mali où l'armée française combat sur deux fronts, des groupes islamistes qui font preuve d'une vive résistance et lui causent de nouvelles pertes. En visite à Varsovie, François Hollande a déclaré que la phase ultime de l'intervention allait durer encore tout le mois de mars et qu'à partir du mois d'avril, il y aurait une diminution du nombre de soldats français au Mali dès lors que les forces africaines seront en relais appuyées par des Européens. C'est ce qu'a ajouté François Hollande.
Des centaines de milliers de Vénézuéliens se sont pressés à Caracas sur le passage du cercueil du président Hugo Chavez, décédé mardi d'un cancer, le long d'une procession qui vient clore 14 ans de domination de cette figure de la gauche radicale sur la vie politique du Venezuela. Au son de l'hymne national, la dépouille du président, décédé à l'âge de 58 ans, a été transportée de l'hôpital militaire de Caracas jusqu'à l'académie militaire où a été dressée une chapelle ardente jusqu'à ses funérailles prévues vendredi. La procession d'une dizaine de kilomètres était suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes, dont bon nombre d'entre elles vêtues de rouge, la couleur des chavistes. Et on termine avec du football. Les joueurs du PSG ont écarté Valence mercredi pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont concédé un match nul à domicile, 1-1 au Parc des Princes. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. Et nous sommes à présent en ligne avec Jacques Neria. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Alors, prise d'otage de 21 observateurs de l'ONU. Leurs revendications ont-elles aujourd'hui des chances d'être acceptées ? Écoutez, c'est une première de toute façon ce qui serait des membres des forces de paix de l'ONU. Il fallait de toute façon s'attendre à ça. Les djihadistes sont présents sur place. Les revendications certainement ne seront pas acceptées par le régime, mais il faudra voir comment cette crise va se résoudre. Alors, la guerre civile en Syrie, elle semble pour l'heure se complexifier, et de jour en jour d'ailleurs. Qui peut encore s'aventurer à prédire la fin finalement de Bachar el-Assad ? Écoutez, de toute façon, 2014, c'est la fin de sa présidence. C'est ce que les Russes sont en train de signifier, qu'en 2014, il y aura un renversement de régime, et puis un bouleversement de régime, et puis Bachar el-Assad ne restera pas sur place. D'ici là, la guerre va continuer, malheureusement, la guerre civile qui fait des victimes partout, et puis le pays divisé, la Syrie qui n'existe pas, ça va continuer, et puis malheureusement, ça va nous accompagner pendant pas mal de temps. Cette agression justement contre les forces onusiennes, elle est susceptible d'entraîner un retrait des forces de l'ONU, ou plutôt une plus grande implication encore des Occidentaux dans le pays ? Écoutez, comme c'est une décision du Conseil de sécurité, je ne pense pas que cette décision sera prise à la légère, parce que je ne pense pas que l'ONU a intérêt à ce que Israël et les rebelles syriens ou les forces syriennes soient en contact direct. Donc, ils feront tout pour garder les forces de paix sur place. Jacques Neria, je vous remercie pour ces explications. De Tunis à Benghazi, du Caire à Sanaa, les femmes ont adhéré bien avant les islamistes au printemps arabe. Aujourd'hui, elles sont les premières menacées par ce vent de conservatisme, révolution culturelle, sociale ou sexuelle. On en parle aujourd'hui avec Samir Benlayachi. Bonjour. Bonjour. Et vous, Joël Lévy-Gage, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de la matinale. Samir, est-ce qu'on peut parler d'une progression du statut de la femme dans le monde arabe ? Après le printemps arabe, il y a une régression, mais je crois que parfois il faut revenir un peu en arrière pour faire un pas en avant. Mais sur le terrain, il y a vraiment une régression. C'est-à-dire les Tunisiennes, par exemple, ils se battent pour l'égalité alors qu'ils avaient cette égalité auparavant. Les Marocaines, ils veulent des sièges dans le Parlement. Les Égyptiennes, ils se battent pour presque la même chose. Donc on voit qu'il y a une régression alors qu'il y a une révolution des mentalités. Ça veut dire que les femmes aujourd'hui ils parlent à haute voix pour revendiquer leurs droits sur leur corps, leur pouvoir, c'est-à-dire la capacité de marcher dans la rue sans être harcelé par les hommes. Donc il y a une progression quand même sur le plan de discours. Sur les pratiques, il faut attendre un petit peu. Une différence entre la logique et la pratique, on va en reparler d'ici quelques instants. Finalement, être féministe et arabe, être féministe et voilé, est-ce que c'est un paradoxe ? Au fond, ce n'est pas un paradoxe parce qu'on parle d'un féminisme musulman ou même un féminisme islamique. C'est-à-dire étant une femme voilée, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas revendiquer ses droits.
Mais il y a une contradiction au fond parce qu'on est toujours limité par la loi islamique. Donc, c'est-à-dire une féministe musulmane, elle est contrainte, elle est obligée d'accepter la polygamie parce que c'est dit dans le Coran et c'est pas interprétable. Donc il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, parfois, on le gère dans la réalité. Par exemple, c'est écrit, mais on n'accepte pas la polygamie. Mais les féministes, il y a des féministes musulmanes. Moi, j'y crois pas. Moi, je ne crois pas parce que je crois que la théorie féministe est une théorie laïque. Et donc, dans le monde arabe, on essaie d'osciller entre la religion et la laïcité comme on peut. Joël Lévy-Gage, vous croyez à ce féminisme qui s'exprime selon les religions, selon les appartenances culturelles ? Je ne sais pas si la question c'est d'y croire ou pas. Je pense qu'effectivement, la dimension culturelle impacte énormément et sur nous tous, pas seulement dans les religions monothéistes, vraiment la région dans laquelle, le contexte dans lequel on baigne va donner une définition d'abord de la mère qu'on a eue, donc de la femme qu'on veut devenir, de la mère qu'on veut devenir. Et c'est pour ça que, effectivement, ce qui est dit là me paraît très, très important parce que pour l'islam, on a ce souci aussi que la femme est souvent cantonnée à son rôle de mère. Alors, et du coup, on ne veut pas leur laisser sortir. Or, elle se manifeste, et elle se manifeste de façon consistante. Elle est là, la résistance. Donc on le voit bien, tout est une question d'une certaine partie d'évolution des mentalités, mais également d'éducation. Est-ce que l'éducation, la culture, est-ce qu'on y tend? Est-ce que dans le monde arabe, on éduque à plus de féminisme, plus d'ouverture? Les femmes, ils sont devant deux feux. Il y a d'abord l'autorité du pouvoir, c'est-à-dire les dictatures, et puis l'autorité des hommes. Et entre deux, il y a la mentalité. La mentalité, au fond, c'est une mentalité des hommes. C'est-à-dire, il y a l'homme qui prend c'est-à-dire qui gère tout. Et puis, quand on se libère, ou quand on se révolte en tant que femme, on est contre l'homme, en fin de compte. Donc, ce qu'il faut travailler, il faut travailler d'abord sur la mentalité des hommes. Parce que l'homme se voit responsable du foyer, responsable de la maison, de la famille, donc de la femme, et puis il se voit, c'est-à-dire il est toujours là, c'est-à-dire sa responsabilité c'est de protéger la femme, c'est de la respecter. Or la femme n'a pas besoin de ce respect ou de cette protection, et donc pour changer tout cela, donc il faut travailler sur la mentalité d'abord des hommes, mais il ne faut pas oublier la mentalité des femmes. Les femmes, ils ont intériorisé ce statut d'infériorité. C'est comme un pays colonialisé. Donc, il est là, et puis la femme est là, et donc elle gère un petit peu sa situation. Parfois, elle accepte cette infériorité. Parfois, elle coopère avec son colonisateur. Donc, il y a une intimité entre le colonisateur et le colonisé. Joël, vous vouliez ajouter... Oui, je disais, parfois même, elle entérine et elle valorise cette position, notamment dans l'éducation de ses fils. De ses fils et de ses filles également, oui, l'un soumis, l'autre absolument, plus où elle valorise la position masculine de supériorité, de responsabilité chez ses fils. Et donc, voilà. Justement, les fils, on en reparle. Est-ce que finalement, dans le monde arabe, on va essayer de poser les choses franchement et avec ouverture, Samir, il n'y a pas une espèce d'angoisse, de peur, de crainte de la part des hommes de se voir dominés ou de se voir relégués au second plan par la femme? De finalement plus jouer ce rôle de pierre angulaire dont vous parliez tout à l'heure. Non, surtout, bien sûr, les hommes, ils ont peur de cette révolution parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre un petit peu les rênes de la chose familiale. Mais je voudrais quand même revenir à ce point parce que on accuse les femmes d'être responsables de cette situation parce qu'elles éduquent, surtout dans le monde arabe, elles éduquent leurs enfants, surtout les fils aînés, comme des patrons dans leur famille mais ils sont pas responsables, ils sont en quelque sorte victimes parce que la femme quand elle va au travail voit que le patron est homme, dans le marché le patron est homme, partout le patron est homme, donc elle prépare son fils d'être le patron de la famille. C'est finalement un processus qui devient inconscient et puis porté par le groupe.
donc valorisée par le groupe, effectivement. Enfin, je ne sais pas trop si elle est victime ou active, mais en tout cas, elle réitère le message inconscient qui est porté par le groupe. Donc est-ce que la femme porte une part de responsabilité dans cette situation, finalement? Oui, mais en Occident c'est à elle aussi. qu'incombe l'obligation de se rebeller ou pas, d'éduquer son enfant avec plus d'ouverture ou pas. Finalement, le rôle ne revient qu'à elle. Non, pas qu'à elle, parce qu'elle ne peut pas, par exemple, élever son fils ou sa fille complètement en marge du groupe. Elle ne le peut pas, elle en fait un inadapté. Il y a tout ce jeu de va-et-vient entre le groupe et l'individu, les valeurs qui sont portées par le collectif. Vous savez, sans parler de l'islam, il y a encore 10-15 ans, mais même aujourd'hui, quand on entend qu'un papa dit « je prends 3 années pour élever mon enfant », on se demande s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça. Donc ça va être très long, effectivement, de modifier les mentalités, mais par contre, pour la part active que prend la femme dans sa posture et dans sa reconnaissance par le groupe, elle n'a pas non plus tous les choix devant elle. Alors justement, l'activisme de la femme dans les sociétés occidentales, on va y revenir, dans le monde arabe. En Arabie Saoudite, ça a fait grand bruit. Le roi a ouvert la participation de la femme à la conduite du pays, mais toujours pas à celle de leur propre voiture. C'est vrai, donc c'est un peu ironique, mais il faut voir ça à travers les yeux des Saoudiens. Par exemple, bien sûr que le roi, il est un petit peu contre le mur, donc il doit faire quelque chose pour la femme parce qu'il y a le printemps arabe. C'est symbolique, c'est tout? C'est un peu symbolique, mais au fond, c'est les femmes qui ont poussé le roi à faire quelque chose pour les femmes. Et donc, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est vrai, les femmes, elles ont lutté pour qu'il y ait une représentante dans le Parlement saoudien, alors que le Parlement n'est pas élu, ce Parlement est désigné par le roi. Mais c'est très symbolique, c'est-à-dire il faut faire un pas en avant. Et la question de la voiture, ça aussi c'est très symbolique, c'est-à-dire prendre le volant, c'est en quelque sorte prendre le volant de la liberté. C'est la liberté, prendre le volant de la famille. Mais je crois qu'on a commencé par le Parlement et peut-être on va finir par laisser les femmes conduire. Mais enfin, le Parlement, on va en reparler. Justement, dans les constitutions, je pense à la constitution tunisienne ou à la constitution égyptienne, le statut de la femme est intégré à la constitution. Plus encore que le statut de la femme, c'est la relation de la femme au mari, ou plutôt du mari à la femme. Dans la constitution tunisienne, on parle du mari qui doit respecter sa femme. Je n'ai pas les mots exacts qui sont employés. Dans la constitution égyptienne, il s'agit d'obligation du mari envers la femme. Est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit écrit dans une constitution, dans un texte de loi qui définit la régence de l'État pour que ça avance dans les consciences? On ne change pas la société par un décret. Un décret, c'est très important, mais on change d'abord les mentalités à travers l'éducation. Mais ce qui est important dans ces deux articles, dans la constitution tunisienne et la constitution égyptienne, il y a des phrases, c'est-à-dire apparemment, ils sont positifs. Ces phrases. Il faut respecter la femme est complémentaire de l'homme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces phrases qui sont positives, ils ont causé la colère des femmes. Parce que la femme comprend les choses autrement. C'est-à-dire pourquoi je dois être complémentaire de l'homme. C'est parce que quand je suis complémentaire de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est au milieu, et je me considère, je me définis... Parce que somme toute, on ne définit pas les choses à l'inverse. L'homme doit être le complémentaire de la femme. Exactement. Ou la femme doit être respectée. Comme dans la constitution égyptienne, la femme ne doit pas être respectée par l'homme. Elle est respectable. Elle devrait être respectable. Et en plus, mais toutes ces questions-là, c'est pour éviter le plus important. Le plus important, c'est la question de l'héritage. L'héritage, c'est dit dans le Coran, c'est un verset qu'on ne peut pas interpréter, c'est écrit noir sur blanc. Donc, il faut en quelque sorte soit le détourner, soit parler dans une langue franche et dire que les hommes et les femmes
vont hériter de la même façon, c'est-à-dire 50-50. Alors, sauf que le Coran n'est pas prêt de le réécrire et de le réenvisager. Vous, Nicole Gage, vous considérez que intégrer dans la Constitution le rôle, le statut de la femme et sa relation à l'homme, un pis-aller Non, pas un pis-aller, parce que je pense que les textes de loi font sens peu à peu et participent et président aussi aux modifications de conscience et aux modifications de l'inconscient collectif. Mais ça prend énormément de temps. Évidemment, mais un texte de loi va pouvoir faire force de sens peu à peu. C'est aussi pour ça qu'on se bat en Occident sur un tas de dimensions, pas seulement par rapport à la femme, pour que les choses soient entendues d'un point de vue légal, parce que ça fait force de droit. Au fur et à mesure des années, et bien sûr c'est un processus qui prend du temps. Justement, Samir, est-ce que vous considérez que cette évolution de la femme dans le monde arabe, elle est due à une certaine occidentalisation des valeurs ? Oui, bien sûr, l'Occident influence parce qu'on voit des films, on voit on lit des livres, on voit l'autre. Surtout en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'autre, c'est toujours l'autre européen. On le hait, on l'aime, en tout cas, on se compare à lui. On l'évite, on l'évite. Donc il y a toujours ce va-et-vient culturel. Samir, un instant, je vous coupe. Cette photo qui apparaît sur notre écran, c'est vous qui l'avez sélectionnée. Racontez-nous. C'est une Égyptienne que je trouve très, très, très belle. Et puis, elle a ôté, elle s'est dévoilée pour... moi, j'imagine cette fille, par exemple, ici à Tel Aviv, sans voile. On se croirait... Samir, je suis obligée de vous couper un instant. Excusez-moi, mais je voyais Joël qui souriait de façon assez narquoise quand vous disiez « je la trouve très très jolie ». Voilà, mais c'est spontanément, effectivement, il y a quelque chose pour la jante masculine d'une manière générale. Elle est jolie. Oui. C'est peut-être pas sa qualité première. C'est pas forcément ce qu'on aurait dit d'un homme qu'on aurait montré en photo avec son passeport. Non. Non, mais elle aurait passé... Mais c'est tellement inclus dans nos modes de fonctionnement que même les femmes sont ravies qu'on dise elle est jolie. Bon, évidemment, mais tout ça, même si c'est pas intentionnellement négatif à l'égard de la femme, participe à la mise de la femme dans un registre qui est quand même... Alors justement, une question qui me vient directement à l'esprit. Une journée de la femme, pourquoi ? Il n'y a pas de journée de l'homme. Justement. Pour moi ça vient dire qu'on en est encore, et il faut que ça existe, bien entendu. Mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au respect, on en est encore à signifier des choses basiques qui devraient être vraiment la base du respect mutuel, qui est dû à la personne. La journée de la femme, on a fait aussi la journée des grands-mères. Je ne sais pas s'il y a la journée des grands-pères. Il y a la journée des pères, ça en tout cas c'est... Oui, mais pas la journée des grands-pères. Mais pas la journée des grands-pères. Donc, alors on force les portes un petit peu. Je pense que les femmes aussi ont leur travail à faire aussi pour être reconnues à leur place. Et pas forcément dans une place que de revendication. Parce que c'est pas. Mais alors là, en l'occurrence, la journée de la femme, c'est une journée internationale sur la scène internationale, donc initiée par l'ONU. Dans le monde arabe, ça se passe comment? Est-ce que ça a une quelconque influence sur les mentalités, ça aussi? Oui, parce qu'on fait une pause pour penser et repenser un petit peu le statut de la femme. Elle est célébrée, cette journée de la femme. Bien sûr, elle est célébrée. Dans les journaux, on parle. Les féministes s'en servent, mais les islamistes, les femmes islamistes s'en servent aussi pour dire qu'on n'est pas réprimé, qu'on est voilé parce qu'on veut, qu'on a le droit de porter le voile ou ne pas le porter. Le discours islamiste, le féministe islamiste est très important parce que en tant que libéral, moi je peux pas la forcer à se dévoiler, même si je la trouve, cette fille, belle sans voile. Donc, en tant que libéral, je dois respecter une femme si elle me dit que je veux porter le voile. Et ce qui est important dans le discours islamiste féministe, il y a cette question de l'égalité et parité. C'est-à-dire, on dit que la parité doit être selon la méritocratie et c'est pas selon le genre.
Donc c'est très important, c'est-à-dire une femme doit avoir un poste selon ses capacités intellectuelles, mais pas parce qu'elle est une femme. Mais je crois que c'est un discours un petit peu trompeur, parce que il faut d'abord qu'on y est sur le même pied de l'égalité pour partager l'argent ou le travail selon la méritocratie. La parité, Joël, en Occident, c'est l'un des chevaux de bataille de beaucoup de beaucoup de femmes et de beaucoup de gouvernements notamment. Est-ce que finalement toute cette révolution féminine, on fait beaucoup de foin autour de ça, est-ce que c'est pas une arnaque ? En tout cas, il va falloir qu'on passe par cette arnaque pour avancer. Mais évidemment que la responsabilité et le poids de tout ce travail revient aux femmes quand même. Hein. Pour être performante au travail, il faut qu'elles soient performantes en tant que mère, en tant qu'épouse. Et c'est elles-mêmes aussi qui sont éminemment coupables quand on laisse son petit, etc. C'est des fois un pari impossible. Les femmes disent double journée. D'autres plus revendicatrices disent double peine. Il est sûr qu'elles ont approuvé plus de choses. Il leur faut témoigner de leur capacité et de leur aptitude. Et elles le font très bien. Mais la charge de travail qui leur incombe et qui leur revient est énorme. Samir, on va devoir clore cette émission. S'il y a un pays du monde arabe pour vous qui devrait servir d'exemple pour la place de la femme dans la société, ce serait lequel ? Peut-être la Tunisie, mais quand je dis la Tunisie, c'est vrai, on a commencé par une loi, par un décret, qui est un petit peu influencé sur la sphère publique. Le Maroc, il se débrouille très bien. Le Liban, c'est très bien. Donc, peut-être ces pays, je crois, c'est peut-être à cause de leur histoire avec la France. Mais je crois que je dirais le Maroc, la Tunisie et le Liban. Samir, merci pour votre analyse et votre présence ce matin. Joël, merci également d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et avant de refermer cette édition consacrée à la femme, un rapide rappel des titres. Et en Syrie, les rebelles qui ont capturé hier 21 observateurs d'une force de l'ONU stationnée sur le plateau du Golan à la frontière israélienne, alors que le conflit s'apprête à entrer dans sa 3e année. Les Nations Unies ont annoncé par ailleurs que le cap du million de réfugiés syriens avait été franchi, soulignant que ce pays était emporté dans la spirale d'une catastrophe absolue. Et puis l'actualité, c'est également au Mali avec l'Élysée qui a annoncé dans un communiqué la mort d'un nouveau soldat français dans le pays, le brigadier-chef Wilfried Pingot, qui faisait partie du 68e régiment d'artillerie en Afrique de la Valbonne, dans l'Ain. Et un mot sur le Venezuela. Des centaines de milliers de Vénézuéliens se sont pressés à Caracas sur le passage du cercueil du président Hugo Chavez, décédé mardi d'un cancer, le long d'une procession qui vient clore donc 14 ans de domination de cette figure de la gauche radicale sur la vie politique du Venezuela. Voilà, c'est ainsi que l'on referme cette édition, la dernière de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche à 9h30 heure israélienne, 8h30 heure de Paris. Excellent week-end à vous et bonne suite de programme sur Guisen TV.